Alors, il est pour certains, Victor Hugo en tête, l'homme des coups tordus, le petit poussé qui a grandi à l'ombre gigantesque de son oncle, à la stature duquel il a tenté de se hausser toute sa vie. L'homme aussi qui violenta la République pour instaurer un pouvoir personnel, un exécutif fort et un règne sans gloire malgré les ors. Un activiste aussi qui conduisit une politique étrangère désastreuse jusqu'à la chute finale devant l'Allemagne de Bismarck, payée au plus fort par la France. Pour d'autres, au contraire, il est avant tout l'artisan d'un règne fécond qui modernisa la France par le développement des transports, du crédit, l'enrichissement des campagnes, celui qui porta au sommet le rayonnement de notre pays, à travers sa culture, son raffinement, son art de vivre. L'homme aussi qui voulut épargner le sang de ses soldats, en acceptant la capitulation quand il aurait plutôt désiré la mort, et la victime enfin d'une historiographie républicaine qui se plut à le noircir pour mieux fonder un pouvoir assez mal né et qui a cru bon de s'établir sur les débris de son trône. Alors, Napoléon III, imposteur ou visionnaire, 150 ans après sa mort, et après une nette évolution de l'historiographie récente, il nous a semblé, en préparant ce dossier du Figaro Histoire, que la question méritait d'être posée, et que l'empereur était encore à juger, ou plutôt à rejuger. Je déclare donc ce soir son procès ouvert, et je remercie Jean Tullard, Thierry Lenz et Xavier Mauduit d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice. Alors, cher Jean Tullard, faut-il vous présenter ? J'hésite un petit peu à le faire, surtout ici. Vous avez été, on le sait, directeur d'études longtemps à l'École pratique des hautes études et professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous tenez une place éminente dans le panorama universitaire français. Et évidemment, il est impossible de prononcer votre nom sans associer aussitôt celui de Napoléon. Je parle évidemment de l'oncle. Au point que citer le nom de l'empereur, effectivement, c'est appelé Jean Tullard, et Thierry Lenz ne me contredira pas si je dis que vous êtes un peu chez vous à la Fondation Napoléon, dont vous avez été longtemps administrateur honoraire. Alors en revanche, ce que le grand public sait moins, c'est que Napoléon est arrivé à vous un peu par hasard, et que vous vous destiniez plutôt à une carrière de juge d'instruction, et je crois que c'est un problème d'inscription qui vous a fait dévier de cette voie. Et alors, ce point n'est pas de détail compte tenu du sujet qui nous occupe, puisque vous allez ce soir pouvoir exaucer cette vocation en passant en plus du siège au parquet, puisque vous allez tenir le rôle d'avocat général dans ce procès de Napoléon III. Thierry Lenz, vous êtes depuis 2000 le directeur de la Fondation Napoléon. Pour vous non plus, l'empereur n'a pas de secret. J'ai retenu d'une longue interview avec vous que votre Napoléon préféré était celui du Code civil. Ce qui est bien le moins que l'on attendait de la part d'un juriste, quelqu'un qui est venu à l'histoire par le droit. Et de l'oncle au neveu, il y a certainement un peu plus qu'un pas, comme nous allons le voir ce soir, mais vous l'avez franchi puisque vous avez écrit tout récemment un passionnant Napoléon III, qui a trouvé sa place dans une œuvre extrêmement généreuse. Vous serez donc naturellement l'un des avocats de l'empereur ce soir. Et Xavier Mauduit, bonsoir. Auditeurs et téléspectateurs vous connaissent bien, puisque vous animez et produisez chaque jour une remarquable émission, Le cours de l'histoire, sur France Culture, et vous écrivez aussi une chronique historique pour Arte. De nos trois historiens, vous êtes le seul à être allé directement à Napoléon III, puisque vous avez consacré votre thèse de doctorat à la maison de l'empereur, et cette thèse a été publiée en 2016, en même temps qu'un flamboyant Second Empire, autre ouvrage de votre plume. Mais vous vous intéressez à des sujets extrêmement variés, qui vont, si je me souviens bien, de l'histoire de la barbe en politique à l'histoire et à l'amour de la langue française. Et à l'occasion des 150 ans de la mort de Napoléon III, vous aussi vous publiez un Napoléon III, qui vous place donc en excellente position pour prendre aux côtés de Thierry Lenz la défense de l'empereur. Alors pour juger le cas Napoléon III, pour le rejuger du moins, je vous propose de passer en revue les trois principales époques de la vie et de l'œuvre de l'empereur. D'abord son ascension jusqu'au coup d'État, ensuite son règne, qui sera d'une certaine façon le plat de résistance, et puis la chute avec la capitulation de Sedan. Donc, si vous voulez bien, cher professeur, monsieur l'avocat général, devrais-je dire, si l'on pense à la première partie de la vie de Napoléon III, tissée de coups d'État, 2 échecs, une réussite, que vous inspire et comment jugez-vous ce Napoléon III-là jusqu'à son succès du 2 décembre 1851 ?
Alors, je dois d'abord faire remarquer que dans ce procès de Napoléon III, j'ai le mauvais rôle. En effet, accuser Napoléon III à la Fondation Napoléon, c'est risquer d'être lynché à la sortie de la salle. Par ailleurs, parler de procureur général à propos de l'époque napoléonienne, c'est évoquer inévitablement Pinard, Ernest Pinard, le procureur général, qui fit condamner Flaubert, qui fit condamner Baudelaire. Donc j'ai encore un rôle encore plus mauvais. Et puis, il y a le fait que, comme historien, j'ai toujours défendu l'idée que l'historien ne juge pas. Il expose, mais il évite les adjectifs, enfin, il ne présente des bilans, mais il évite véritablement de faire le procès des personnages qu'il évoque. Néanmoins, je vais accepter ce rôle ce soir, parce que c'est vrai que l'historien de Napoléon Ier que je suis a toujours une réticence à l'égard de Napoléon III. Napoléon III, il faut bien le dire, c'est la caricature de Napoléon Ier. Il fait tout le contraire de ce que fait Napoléon Ier, quand ce ne serait qu'à boire du Bordeaux quand Napoléon buvait du Bourgogne. Mais enfin, il est toujours à l'opposé de celui qui devrait être son modèle. Et puisque nous commençons par le coup d'État, eh bien, nous allons voir qu'effectivement, il y a deux coups d'État tout à fait différents. Et pourtant, l'un revendique son prédécesseur. Le coup d'État du 18 Brumaire est un coup d'État justifié dans une période d'anarchie, dans une période où les coups d'État se sont déjà succédés et où l'on comprend que la Constitution de 1795 n'est plus acceptable. Il faut donc la remplacer. Et le programme, l'idée de Sieyès, c'est on assure la démission des 5 directeurs qui exercent le pouvoir exécutif, et ensuite on fait désigner par les 2 assemblées, Conseil des 500 et Conseil des Anciens, des consuls qui vont rédiger une nouvelle constitution. Ce coup d'État, puisqu'on l'appelle coup d'État, nous allons voir à cause précisément de Napoléon III, c'est en réalité une opération de droit constitutionnel. Le 18 Brumaire, on va faire appel à la démission des 5 directeurs. Il y en a un et 2 qui sont dans le complot, c'est Sieyès, l'aspirateur, et Roger Ducos. Il y en a un autre qui est Barras, que l'on va acheter, c'est-à-dire que Talleyrand va aller le trouver et va lui demander de remettre sa démission. Il empoche 2 millions prêts pour l'acheter, mais Barras n'insiste pas, ce qui montre que c'est un coup d'État sans violence. Barras n'insiste pas et Talleyrand garde les 2 millions qu'il va immédiatement placer à la bourse. La bourse est à la baisse, puisque la situation est tout à fait anarchique. Et par ailleurs, évidemment, quand le coup d'État va réussir, les 2 millions auront fait des petits. Donc, déjà 3 qui tombent. Les 2 autres, Moulin et Goyer, ce sont des ectoplasmes. On va les prier de remettre leur démission, ils la remettront. Donc, premier temps, 18 Brumaire, vous voyez, il ne se passe rien. Il y a certes des mouvements de troupes parce que nous sommes dans une période d'anarchie, mais tout se passe sans violence. Sans violence. Barras a même la possibilité. Il a été surpris par Talleyrand en train de déjeuner. Il finit son déjeuner tranquillement et puis il s'en va à Grosbois. Donc, tout se passe bien. Le lendemain, il s'agit de faire réunir les 2 conseils. Alors on les fait réunir à Saint-Cloud parce qu'on considère que Paris est un peu agité. Ils se réunissent à Saint-Cloud pour décider de la nomination de 3 consuls qui vont rédiger, dont Sieyès, une nouvelle constitution. Et donc les conseils se réunissent tranquillement à Saint-Cloud. Bonaparte, qui est chargé de maintenir l'ordre, car il a la responsabilité de que tout se passe bien, mais c'est Sieyès l'inspirateur. Bonaparte va à Saint-Cloud, il est reçu par le Conseil des Anciens, ça se passe bien, mais il ne fait pas attention, il est encore en uniforme, le sabre au côté, quand il entre dans le Conseil des 500. Et là, ça tourne mal, il y a des gens qui disent « mais qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi ce général ?» etc. Ça tourne mal au point qu'on est forcé, de faire intervenir quelques militaires. Certains des députés s'enfuient par les fenêtres, mais finalement, le soir, on en réunit la majorité et on fait voter l'idée qu'il y aura 3 consuls qui vont rédiger une nouvelle constitution. C'est ça, le coup d'État de 18 Brumaire.
Le coup d'État du 2 décembre ne se passe pas comme ça. Alors que, précisément, dans le cas du 18 Brumaire, c'était une révision constitutionnelle, là, c'est quelqu'un, Louis-Napoléon Bonaparte, qui veut le pouvoir, qui monte avec un petit groupe d'aventuriers, d'une part Morny, d'autres Persigny, comparez-les à Talleyrand et Fouché, ils ne font pas le poids. Et tout va se passer la nuit. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, tout à coup, Louis-Napoléon prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et il n'a pas le droit, il n'a pas le pouvoir, et il fait arrêter les principaux leaders de l'opposition, c'est-à-dire Thiers, c'est-à-dire Cavaignac, c'est-à-dire Chandernagor, Tocqueville lui-même. Tocqueville est arrêté, vous vous rendez compte. Et donc, on arrête des députés. Ça, c'est un coup de force. Et ensuite, le lendemain, quand la population apprend par des affiches ce qui s'est passé, qui était véritablement un coup d'État, c'est tout à fait illégal, c'est l'armée qui est intervenue et la police. Et donc, à ce moment-là, des barricades s'érigent et il va y avoir des émeutes, il va y avoir 300 morts, alors que dans le coup d'État de Brumaire, il n'y a eu que quelques municipalités jacobines qui se sont agitées, mais tout est rentré très vite dans l'ordre. Vous voyez donc qu'il y a un coup d'État qui se déroule assez bien et un coup d'État qui est sanglant. Le problème, c'est que le coup d'État du 2 décembre va rejaillir sur celui du 18 Brumaire et que Karl Marx, le premier, va dire à propos du coup d'État du 2 décembre le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Eh bien non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un 18 Brumaire le 2 décembre. Donc, accablons Napoléon III, qui a voulu faire un coup d'État, mais qui l'a raté par rapport à celui réussi de Napoléon. On la parole aux avocats. Partagez-vous cet avis? Évidemment que non. Avec Maître Lenz, nous sommes d'accord. Non, ce qui est très juste dans l'analyse de Jean Tullard, on ne peut pas évidemment mettre tout de côté, mais la contextualisation est importante, sachant qu'en cette année 1851, le coup d'État est inévitable. Sauf qu'on ne sait pas de quel côté il va arriver. Va-t-il arriver du côté de l'Assemblée nationale ou va-t-il arriver du côté du président? Décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. Formidable. Mais la Constitution impose une stricte séparation des pouvoirs. Ça, c'est issu de l'esprit des Lumières. Le problème, c'est qu'en réalité, une Constitution a besoin d'un peu de souplesse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et là, la séparation des pouvoirs fait que d'un côté, vous avez l'Assemblée qui dispose d'une arme absolument considérable, c'est l'argent. Et de l'autre côté, vous avez un pouvoir exécutif qui dispose de l'armée. Et c'est vrai que dans ces tensions, dès l'été 1851, mais ça devient une évidence, on se dit mais qui va faire ce coup d'État? Ça va être l'Assemblée, est-ce que ça va être le président? Et tout le monde guette, d'où ça vient. Et effectivement, Louis-Napoléon Bonaparte prend les devants. Mais il dispose de l'armée, il dispose encore un peu de l'argent. Donc il a compris qu'il était urgent pour lui de pouvoir prendre le pouvoir tel qu'il le conçoit, au sens où la Constitution l'empêche d'avoir un nouveau mandat. Il doit avoir une pause de 4 ans entre ces deux mandats. Mais comme il n'a pas pu mener à bien sa politique, parce qu'il considère que l'Assemblée ne lui a pas laissé l'argent, il ne lui a pas laissé les mains libres pour mener sa politique, il se dit, il est complètement injuste que je n'ai pas un nouveau mandat, changeons les choses, comment faire un coup d'État? Voilà. Thierry est complètement d'accord. Nous défendons ici, c'est formidable ce jeu intellectuel, de se placer dans la défense de Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, parce que pendant que monsieur l'avocat général nous faisait des conférences, je réfléchissais à la légitimité de ces coups d'État. Et si effectivement la légitimité de celui de Napoléon pourrait être discutée, car au fond, on aurait pu se lancer dans une réforme de la Constitution. Celle de la légitimité du coup d'État de 1851, à mon avis, est éclatante. Elle est éclatante pour plusieurs raisons que vient d'exposer mon confrère. Cette ambiance générale de coup d'État, et puis elle est légitime parce que cette République a elle aussi trahi son idéal. Elle a massacré les ouvriers en juin 1848. Et
en nombre bien plus grand que les malheureuses victimes du coup d'État. Vous savez, il faut toujours dire du bien des victimes quand les malheureuses victimes auxquelles nous pensons, et nous pensons à leurs familles essentiellement. Mais c'est aussi une république qui était une drôle de république, qui massacre les ouvriers. Marie-Hélène Bellac a montré qu'on était au-delà des 5000 morts sur les journées de juin, et puis surtout qui supprime le suffrage universel, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a restreint le suffrage universel, elle l'a carrément supprimé dans un pays où, évidemment, il était impossible de vivre 3 ans de suite dans la même commune parce qu'on voyageait, parce qu'on travaillait de façon itinérante, etc. Ça a été... La République s'est d'abord trahie elle-même. Alors ensuite, la légitimité de Napoléon III, au fond, on peut se placer du côté d'une légitimité impériale. Qu'est-ce qui est écrit et où? Que le régime naturel de la France, c'est la République. Je veux dire, dans ce cas-là, on pourra reprocher à l'homme de Cro-Magnon de s'être trop consacré à l'invention du feu, plutôt que d'avoir créé le régime idéal qui est soi-disant la troisième. Et donc, Louis-Napoléon lui-même, a-t-il raison, a-t-il tort? C'est le jury l'appréciera, mais il estime qu'il est là pour gouverner, qu'il fait partie d'une famille dont la légitimité n'est pas discutable. Il s'est battu toute sa vie, alors parfois, concédons-le, avec une certaine maladresse, pour assurer à cette dynastie de retrouver le trône, mais il fait preuve, je pense, d'abord de modération ce soir-là, puisque le coup d'État devait ressembler un peu à ce qu'a été celui de Brumaire, mais ensuite des agitateurs insoumis se sont livrés à des manifestations que le maintien de l'ordre ne pouvait tolérer à Paris. Une mesure de police un peu rude, aurait dit le duc de Morny en parlant de la répression. Et rappelons-nous qu'une fois qu'il sortit de la légitimité, il entra dans le droit, comme il le dit lui-même. Dans un procès, le procureur ne peut pas répondre. Mais il en a bien envie. Dans cette histoire-là, effectivement, il y a cette image de ce personnage, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, un animal politique. On ne sait pas ce qu'est un président de la République. En 1848, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il doit être? D'ailleurs, symboliquement, il reçoit un traitement. Traitement, ça veut dire que c'est un fonctionnaire, comme les autres, alors que les souverains, auparavant, recevaient une liste civile. Donc, vous voyez, animal politique très particulier. On peut ajouter à ça le passé de ce personnage, parce que quand il arrive là, il a quand même un vécu avec... Alors, on parle de tentatives de prise de pouvoir, c'est parce qu'on sait qu'elles ont échoué, parce que si on se met juste avant, et si elles avaient réussi, nous serions en train de dire, mais formidable calcul et plan exceptionnellement fin pour prendre le pouvoir. Bon, c'est sûr qu'en 1836 à Strasbourg et en 1840 à Boulogne, ce fut une catastrophe. Il est conduit en prison, il s'en échappe. 6 ans de prison. Rendez-vous compte, le président de la République est un ancien tôlard en cavale. Chez nous, c'est plutôt des futurs. Voilà, c'est ça. Non, mais symboliquement, c'est extrêmement lourd. Il a été contesté dans sa famille même au moment de ses volontés de mettre en avant les idées impériales. Et parmi tout ça, et à la différence de son oncle, le 18 Brumaire, il ne dispose pas de victoire militaire éclatante. Donc vraiment, il part de loin, cet homme-là. Il part de très très loin. Par contre, ce qu'il peut brandir, c'est sa victoire lors de l'élection présidentielle au suffrage universel. Et Maître Lens l'a dit avec raison, c'est la République qui réduit le suffrage universel. C'est quelque chose qui est au cœur de ce moment-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de cette période, vous voyez, on réduit les années en quelques mots. Mais il faut se mettre en 1848, il y a la Révolution de février, la République sera-t-elle sociale ou bourgeoise? On ne sait pas, juin, c'est réglé, elle sera bourgeoise. Mais le temps passe et les gens qui ont soutenu cette République sont déçus. Le temps avance et ils sont déçus. Ils sont déçus à gauche, parce qu'elle n'est pas comme ils voudraient. Et alors c'est pire quand le suffrage universel est restreint. Ils sont déçus aussi à droite, parce qu'ils avaient déjà une méfiance, et puis il y a cette peur des sociétés secrètes. Vous avez un personnage qui arrive et qui porte des idées qui parlent à une partie populaire, ouvrière de la population, et qui parle aussi à une partie possédante qui recherche l'ordre. Donc, le succès électoral, ce n'est pas, comme on l'a dit souvent,
uniquement sur un nom, Bonaparte ça fait rêver, c'est aussi que derrière il y avait un programme. Et puis des réseaux extrêmement puissants, bonapartistes, qui ont su manœuvrer un peu la propagande. Mais ça c'est de bonne guerre, c'est une campagne électorale. Peut-être une question, au moment où il accède au pouvoir, quel est l'état de sa popularité en France? Gigantesque, non? Oui, oui, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'est difficile d'être de mauvaise foi. Ça prouve quand même que... L'honnêteté en tout. Non mais regardez, Maître Lenz, pour nous rappeler que nous sommes les avocats, parce qu'on a du mal en fait intellectuellement à défendre. Jean Tullard l'a dit avec justesse, c'est vrai que dans la démarche des historiens c'est très dur de juger, donc on a besoin de se rappeler que nous sommes avocats de Napoléon III. Il n'est pas prêt en plus. Non. Non mais popularité évidente parce que il y a quand même, il faut le rappeler sans cesse, un personnage, Napoléon Ier, qui déjà, en 1848, est un personnage historique. C'est déjà un personnage entré dans la légende. Il y a eu cette patine liée au mémorial de Sainte-Hélène, la patine par les romantiques. Et ce mythe impérial fait que le personnage du Premier Empire fait que la proposition de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est pas le Premier Empire. Le Premier Empire n'existe que parce qu'il y a un Napoléon Ier. Sans Napoléon, il n'y a pas d'empire. En revanche, Louis-Napoléon Bonaparte est porteur d'une autre idée. C'est le bonapartisme qui s'est développé dès les années 1820 avec une vraie réflexion politique. Et si on pense qu'en 1844, alors qu'il est en prison, il écrit « Extinction du paupérisme », le titre de ce bouquin, « Extinction du paupérisme »,« Disparition de la misère ». Vous voyez, en programme électoral, c'est extrêmement fort. Je vais faire disparaître la misère. Donc c'est pourquoi on n'est pas vraiment dans uniquement un personnage aventurier comme il a été longtemps présenté, il y a une vraie réflexion politique. En plus, il écrit sur l'industrie du sucre. Vraiment, il a des intérêts pour tout. Le canal de Panama. Non, il s'intéresse à beaucoup de choses. Le procureur est sans voix. Je vais lui donner la parole très vite. S'ouvre donc un règne très très long de 18 ans, toute la durée du Second Empire. Monsieur l'avocat général, Napoléon III s'est-il montré comme empereur, ce nain immonde décrié par Hugo, le faquin qu'il a accablé de sa vindicte? Comment esquisser un bilan de l'œuvre de Napoléon III, aussi bien au plan de la politique intérieure que de la politique extérieure, et puis peut-être du rayonnement de la France? Alors, effectivement, ce que j'ai dit dans mon réquisitoire, c'est que Napoléon III fait tout le contraire de Napoléon Ier. Et il le fait mal. Prenons le commerce. C'est le fameux traité de commerce de 1860 avec l'Angleterre qui va ébranler, après ils se ressaisiront, mais ébranler l'industrie française. Alors que Napoléon Ier, lui, avait fait le blocus continental, c'est-à-dire avait rompu avec l'Angleterre sur le plan économique, sur le plan commercial. Déjà, Louis XVI avait commis l'erreur du fameux traité de commerce qui avait ruiné la Normandie dans le cours de son règne. Donc voilà déjà un point où Napoléon III fait le contraire de Napoléon Ier. Oh, il fait aussi le contraire dans le problème ouvrier, car enfin, lorsqu'il y avait des manifestations ouvrières sous la Révolution, c'était la guillotine. Sous Napoléon, c'est réprimé. Il y aura même quelques ouvriers qui seront fusillés à un moment donné. Que fait, lui, Napoléon III? Il donne aux ouvriers le droit de grève. Eh bien, ce soir, les gens qui sont là et qui ont raté leur métro, qui attendent un train avec impatience, ils commencent à dire que Napoléon Ier, c'était quand même mieux que Napoléon III. Au moins, il n'y avait pas de grève. Mais je vais laisser la politique intérieure. On y reviendra, ils y reviendront très facilement, pour parler de la politique étrangère. Là, véritablement, c'est entièrement en opposition avec Napoléon Ier. Je laisse de côté la guerre de Crimée, ce serait bien, surtout ce soir, mais enfin bon, on en reparlera s'ils veulent. Il y a l'expédition du Mexique. L'expédition du Mexique, qui est la grande faute, tous les historiens même de Napoléon III le reconnaissent, cette expédition où Napoléon envoie des troupes au Mexique pour soutenir un empereur, Maximilien, parce qu'on va créer
au Mexique un empire qui sera l'adversaire des États-Unis, qui sera un empire catholique face aux protestants des États-Unis, il y a ensuite des tractations financières derrière, c'est pure folie. C'est pure folie, ça ne peut pas réussir. Dans la même situation, Napoléon Ier, lui, à la Louisiane, il pourrait maintenir en Louisiane. Tiens, il aurait pu faire, comme Napoléon III a voulu le faire au Mexique, il aurait pu faire un empire. Au contraire, il se rend bien compte que c'est une folie et il vend la Louisiane. C'est-à-dire qu'alors que l'expédition du Mexique a coûté plusieurs millions, mais je chiffre par 3 zéros, l'expédition de la vente de la Louisiane a rapporté à la France. Vous voyez là déjà une opposition, deux oppositions pour en multiplier, mais il y a surtout le principe des nationalités. Alors là, évidemment, c'est là ce qui va perdre Napoléon III. Napoléon III lit le mémorial de Sainte-Hélène. Il le lit. Et il lit, oui, dit Napoléon, j'ai voulu faire l'unité de l'Italie, j'ai voulu faire l'unité de l'Allemagne, j'ai voulu tous les peuples s'avancent ainsi unis, taratata, taratata. Bon, il lit ça avec un très vif intérêt et il le prend au pied de la lettre. Alors que, en réalité, Napoléon III écrit dans le mémorial en faveur des idées nationales parce que, en 1823, l'Europe est secouée par des mouvements nationaux et qu'il pense à son fils, sinon à lui, et qu'il va essayer de récupérer ces mouvements nationaux en montrant que lui-même a été un champion des nationalités. Un champion de nationalité en Italie? Ah oui, c'est vrai. Si vous regardez la carte de l'Italie sous Napoléon, vous avez au nord le royaume d'Italie avec comme capitale Milan. Vous descendez, vous avez des départements, Florence, Gênes, etc., sont à la tête de départements. Vous descendez encore, vous avez Rome, c'est un département, le pape n'y est plus. Vous descendez encore, et à Naples, vous avez Murat. La carte s'est beaucoup simplifiée. Mais si vous y regardez de très près, l'Italie est française. Elle est partout, sous influence française. Il ne faut pas, et le directoire lui-même l'avait compris avec Talleyrand, il ne faut pas que l'Italie s'unifie, car ça vous fait un voisin extrêmement dangereux derrière les Alpes. Et donc, ce que va faire Napoléon III, lui, c'est de défendre l'unité italienne. Il va donc s'engager avec le souverain du Piémont, de Sardaigne, et il va donc combattre avec lui la domination autrichienne, puisque le Congrès de Vienne avait remis en place les anciens souverains et que l'Autriche dominait à Milan et à Venise, que Rome le pape était revenu et qu'à Naples étaient revenus les Bourbons. Donc, il doit soutenir le souverain de Piémont-Sardaigne pour l'aider à récupérer Milan en affrontant l'Autriche, qui domine l'Italie du Nord, et ce seront les victoires de Magenta. Là, à Magenta, il faut le reconnaître, Napoléon III c'est bon, il a attaqué au nord, alors qu'on on pensait qu'il allait attaquer au sud. Il a utilisé le chemin de fer pour déplacer les troupes. Magenta, c'est pas mal. Bon, enfin, par rapport à Arcole. Bon, d'accord, je ne parle pas de Solferino. Bon, finalement, il aide le souverain de Piémont-Sardaigne à devenir le maître, même pas de la Vénétie, mais de Milan. Il entre, avec le souverain de Piémont-Sardaigne, dans Milan. Napoléon, lui, entrait seul. Donc, il restait seul, maître de Milan, tandis que là, nous l'abandonnons au Piémont-Sardaigne. Alors, bien sûr, en échange, il obtient Nice et la Savoie. Bon, il les aurait eu de toute façon, d'une autre manière. Il n'y avait pas besoin de cette intervention et de cette guerre. Et puis après, il s'aperçoit qu'après Solferino, les guerres, vous l'avez dit, il est humain, c'est le sang qui coule. Bon, il arrête là. Il a humilié l'Autriche en la battant, et il n'a pas satisfait le souverain de Piémont-Sardaigne, puisqu'il ne lui a fait voir que Milan, mais pas Venise. Venise est encore en panne. Et par la suite, ça va être une absence complète de Louis-Napoléon dans les victoires
de Piémont, mais avec toujours la sympathie de la France. Et il y a un moment donné, dans cette affaire de l'unité de l'Italie, il y a un moment donné où l'Italie est quasiment, pratiquement unifiée, alors que Napoléon n'est intervenu que pour Midon, et donc la reconnaissance des patriotes italiens commence déjà à fléchir, lorsqu'il ne reste qu'une ville, qu'un État à récupérer, c'est Rome. Et là, ben, alors que Napoléon n'avait pas hésité un instant, vous savez, il était en train de livrer la bataille de Wagram sur le Danube, on lui dit le pape refuse d'entrer dans le plus continental, il est arrêté, le général Radet l'empoigne, et puis voilà, on l'envoie. Là, il hésite. Et le résultat, c'est que, vous voyez, dans cette affaire de l'unité italienne, il se met à dos les patriotes italiens, puisqu'il n'a pas achevé, il empêche même l'achèvement de l'unité italienne, et il se met à dos l'Autriche, qu'il a combattu. Deux alliés qu'il aurait pu avoir, l'Autriche et l'Italie. Et le résultat, c'est que vous allez avoir une Italie unifiée derrière les Alpes. Et dans la guerre de 14-18, l'Italie ne rejoindra la France qu'en 1915 et qu'ensuite Mussolini sera l'allié d'Hitler. Vous voyez donc, c'est une erreur monumentale que Napoléon avait évité de faire l'unité de l'Italie. L'Allemagne. Alors l'Allemagne, la carte est un peu plus simple. Il y a l'Allemagne du Nord, dominée par la Prusse. Il y a ensuite l'Allemagne du Sud, c'est la Bavière, et puis il y a l'Autriche. Et donc, qui va faire l'unité de l'Allemagne? Eh bien, là encore, Napoléon laisse Bismarck développer son emprise sur l'Allemagne du Nord. Et lorsque la Prusse affronte l'Autriche à Sadova, il est neutre. Il est neutre, et donc, alors qu'il aurait dû soutenir l'Autriche. Il est neutre et laisse la Prusse écraser l'Autriche. Et finalement, l'unité allemande va se faire, la Prusse bouffant les États du Sud, va se faire sans que la France s'y soit opposée et sans que la France ait gagné la reconnaissance de la Prusse. Mais c'est que Napoléon va demander à l'Allemagne des indemnités. Non seulement il n'a pas aidé l'Allemagne, mais, nous allons le voir d'ailleurs parce que ça va s'aggraver, il demande à ce qu'on lui accorde le Luxembourg, ou ce qu'on lui accorde, alors que l'Allemagne est en train de s'avancer sur le Rhin. Donc, politique étrangère de Napoléon III, parce que nous réserve la suite pour la conclusion, politique étrangère de Napoléon III, désastreuse. Politique sociale, désastreuse ce soir. Politique commerciale, pas très heureuse. Alors, où il y a les chemins de fer. Mais bon, les chemins de fer, d'abord, ils sont en grève. Et en plus, les chemins de fer, c'est la monarchie de Juillet qui les a développés. C'est Napoléon III qui développe, continue, mais c'est la monarchie de Juillet, c'est Louis-Philippe qui a été le premier à lancer les chemins de fer. Voilà quelques-uns des éléments de ce réquisitoire. Napoléon, je conclus, a fait l'inverse. Napoléon III a fait l'inverse de Napoléon Ier, et finalement, le résultat, nous allons le voir dans la conclusion, a été désastreux. Alors, moi, Je lance la parole à Thierry. oui. Parce que Jean Tullard vient de nous expliquer qu'en 2 fois plus de temps presque, le neveu avait fait le quart de la moitié. Ce serait presque à croire que monsieur le procureur n'a pas lu le dictionnaire du Second Empire qui parut chez Fayard il y a une vingtaine d'années. Non, je crois en fait que vous disiez que Napoléon III a abandonné la politique de Napoléon Ier, je dirais c'est heureux. Parce que c'est justement, je pense que la grande nouveauté dans le personnage de Napoléon III, c'est sa modernité. Et cette modernité se heurte à des réalités qui sont des réalités de l'ancien temps. Et c'est toujours très très difficile. Alors, sans doute, la force de sa modernité a-t-elle été, ralentie par l'ancien temps qui restait encore très prégnant à ce moment-là. Modernité d'abord politique, on peut revenir
l'homme qui a compris que le suffrage universel serait un des facteurs politiques essentiels dans les années et probablement les décennies à suivre, et qui s'adresse au peuple. Il s'adresse au peuple par l'extraction du paupérisme, il s'adresse au peuple par des campagnes électorales très modernes, avec des tracts, avec tout ce que nous connaissons finalement aujourd'hui. Il est moderne aussi parce qu'il a compris que le développement économique ne se ferait pas uniquement par le privé, mais qu'il fallait que l'État garantisse, aide, crée l'infrastructure, etc. Une sorte de Bruno Le Maire qui s'ignorait, un grand développeur de l'économie française. Et comme Bruno Le Maire, il a pris à bras-le-corps le commerce extérieur grâce à ces traités de libre-échange. Au fond, le libre-échange, c'était aussi la possibilité d'une saine concurrence et qui aurait rendu les produits et les industries françaises meilleurs. Et même sur le plan international, on pourrait parler de modernité. Vous l'accusez sur l'Italie, mais au fond, en défendant le pape, n'avait-il pas cette idée de laisser une Italie divisée, une Italie qui serait affaiblie Sans doute s'arrête-t-il après Solferino, parce que aller plus loin avec le roi de Piémont-Sardaigne, ce serait s'attaquer aux États pontificaux. Et je pense que l'idée de la vue du sang, c'est quelque chose qu'il a laissé utiliser pour justifier l'arrêt de la campagne. Mais je pense qu'il avait des vues politiques beaucoup plus profondes. Quant au Luxembourg, permettait à un luxembourgeois d'origine de dire qu'au fond, il nous faisait rentrer dans le giron normal de la patrie, et qu'il a été en l'espèce un peu victime du respect scrupuleux des principes qu'il avait énoncés, le droit des nationalités. Donc, si l'Italie avait droit à l'unité, pourquoi l'aurait-on refusé à l'Allemagne? D'autant que les États du Sud et l'Autriche avaient encore une possibilité de renverser la vapeur contre la Prusse. Donc je dis, oui, bien sûr, des échecs, mais qui n'en connut pas, mais des échecs probablement dus au fait qu'il était en avance sur son temps, qu'il était un moderne inachevé, comme on dit certains, mais enfin un moderne quand même, et que donc on ne peut pas tout peindre en noir de ce règne. Mais probablement mon confrère aura des détails encore plus frappants à nous livrer. Thierry Lenz a utilisé le mot le plus délicat, le mot modernité. Et il l'a utilisé avec brio. Parce que, non mais tout le monde est moderne, on est toujours moderne, il faut être moderne. Hein. Aux extrêmes politiques aujourd'hui, c'est qui est le plus moderne? Si on n'est pas moderne, on est ridicule. Mais le mot modernité est inventé en 1863 par Charles Baudelaire, condamné par le procureur Pinard qui évoquait Jean Tullard. Pinard, mais quel nom merveilleux. Il invente ce mot en 1863 à propos de Constantin Guis, le poète de la vie moderne. Le mot modernité apparaît là, mais c'est le poète qui a toujours raison. Et si le mot modernité apparaît sous le Second Empire, c'est qu'il y a bien une raison. Il se passe quelque chose sous le Second Empire. Et c'est cette audace qu'évoquait Thierry Lenz. Il se passe quelque chose qui est un regard vers l'avenir. Alors, traité de libre-échange, mais il faut imaginer dans un monde pétri de protectionnisme l'audace en 1860 d'un traité de libre-échange, en plus avec les Anglais. Ennemis héréditaires, c'était une magnifique réconciliation. L'audace aussi du regard porté sur les autres. Alors, on a évoqué les nationalités, on pourrait parler de la politique algérienne de Napoléon III, qui a une vision de l'Algérie qui est mais radicalement différente de celle qu'auront les républicains de la Troisième République. On peut évoquer aussi cette expédition du Mexique, parce que c'est très juste. Il faut pointer du doigt cette expédition du Mexique qui, à raison, a été une catastrophe. Il a été mal informé. Nous sommes là pour le défendre. Il a été très mal informé. Surtout, mais il nous permet de disposer quand même de ce légume, ce fruit. Mais le guacamole, merci Napoléon III. Non, mais c'est vrai que cette expédition du Mexique à sa décharge, ce sont quelques Mexicains, sur une poignée, qui rejetaient complètement le président Juárez et qui sont venus en Europe construisant un récit complètement faux, disant « on n'attend que vous ». Venez et vous verrez, en arrivant sur place, les foules vont vous acclamer. Les Français, puis Maximilien, en arrivant, sont très vite aperçus que ce n'était pas du tout le cas. Donc, à la décharge de Napoléon III, il a été trompé. Mais c'est vrai que dans ce moment Second Empire, il se passe quelque chose
où, vous savez, c'est pas un hasard si Jules Verne écrit ses romans, on les connaît tous, hein, on pense à l'avenir. Tout semble possible. C'est le télégraphe, le chemin de fer bien sûr. Et il y a comme une idée que l'avenir va être meilleur. Il va être meilleur pour nous, peut-être, pour nos enfants sans doute. Et vous voyez, c'est cette idée-là qui fait que le Second Empire, c'est un moment où la population a le moral. Là, je paraphrase Stendhal qui lui parlait de Napoléon Ier, qui donnait le moral à la France. Et bien Napoléon III a donné le moral. Et c'est important, parce que nous vivons dans une société où l'avenir fait peur, pour nous-mêmes et pour nos enfants, en disant ça va sans doute aller moins bien. Et on le voit au moment de tous ces débats sur les retraites. Sous le Second Empire, sans nier complètement des situations difficiles, et que pour les ouvriers c'est très dur, il n'est qu'à lire Zola, il y a quand même malgré tout une idée que ça peut aller mieux. Et effectivement, l'évolution du Second Empire, parce que nous en parlons comme un tout, c'est aussi une évolution politiquement libérale. Ce droit de grève, dont on peut énormément parler, c'est une des surprises dès qu'on discute avec les gens qui nous demandent mais qu'est-ce que le Second Empire, qu'est-ce qu'il a apporté, et qu'on avance le droit de grève, tout de suite on dit étonnant, on n'associe pas le droit de grève au Second Empire. Et puis après, on peut placer le classement des grands crus bordelais. C'est le Second Empire, c'est 1855, donc voilà, nous mettons ça du côté de la balance en faveur de Napoléon III. Vous qui avez travaillé sur le ministère du Faste, justement, comment expliquer que Paris a été le centre, sous le Second Empire, a été l'arbitre des élégances de l'Europe, du monde, pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça doit à l'empereur, justement? C'est très important ce faste sous le Second Empire, parce que Napoléon III a compris que, en tout cas avant les grandes victoires ou les grandes campagnes que sont la Crimée puis l'Italie, il ne peut pas se présenter en chef de guerre, bien au contraire, hein, parce qu'il a eu ses échecs à Strasbourg et à Boulogne. Il a été prisonnier, c'est complexe pour lui, c'est complexe. Et puis il y a ce coup d'État qui est quand même une tâche originelle selon lui parce que du sang a coulé. Quel choix faire pour se montrer légitime? Le faste. Le faste, c'est extrêmement efficace. Quand vous évoluez dans un décor absolument somptueux, sous les dorures, avec des personnages sublimes, les uniformes absolument incroyables et des femmes sensationnelles, les épaules dénudées, des robes qui font absolument frissonner, bien sûr, il y a une idée de légitimité. Parce que si vous faites la fête, vous montrez que le pays va bien. On ne fait pas la fête quand ça va mal. On ne fait pas la fête quand il y a la guerre. Pas possible. On ne fait pas la fête quand il y a une crise économique. Donc si vous montrez un pouvoir festif, c'est un pouvoir qui va bien. Le pays va bien. Le pays est en bonne santé. Et là où on trouve l'efficacité de cette image du pouvoir, c'est qu'après la chute de l'Empire, la République prend tout. Quand on regarde aujourd'hui notre président sur le perron de l'Élysée avec les gardes républicains, effectivement, on ne peut être que frappé par la ressemblance avec les 100 gardes, cet apparat autour de l'empereur. Non, il y avait une vraie efficacité du pouvoir, et il n'est qu'allé dans les musées italiens qui parlent de cette histoire d'unité où l'on voit Napoléon III comme un véritable héros. C'est un héros en Italie, beaucoup plus qu'en France. Et dans cette histoire-là, le faste impérial fascine encore. Enfin, c'est absolument somptueux. Moi, quand je vois Sissi impératrice, je me rappelle que c'est la même période. Et je me dis, mais vraiment, Franz, quel homme! On n'a pas parlé de la personnalité de l'homme et de l'empereur. C'est peut-être l'occasion de vous redonner la parole, Jean Tullard. En quoi est-il, selon Hugo et selon la légende noire de Napoléon III, l'exact opposé de son oncle? Il est l'exact opposé de son oncle. Car regardez Napoléon. Regardez-le à Arcole, dans la présentation par David. Regardez-le dans ses différents portraits. Regardez-le dans l'imagerie d'Épinal et autres. Il a son petit chapeau, sa redingote. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une sorte de semi-vieillard Kakoshim avec une moustache complètement ridicule, une barbiche entièrement ridicule, flanqué de bonnes femmes qui ont des robes dont on se demande comment on peut les déshabiller. Bref, il est ridicule. Il est ridicule et ce n'est pas sa faute. Ah, vous voyez, le réquisitoire peut être indulgent. Il n'a pas eu de chance. On a inventé la photographie. La photographie qui fait qu'en plus, non seulement ils ne savent pas poser,
Mais le photographe ne sait pas photographier, il ne sait pas retoucher. Il pourrait effacer un peu les moustaches, quoi que ce soit, arranger un peu les choses. Pas du tout. Donc, vous avez des maréchaux avec des décorations comme déjà. Leurs héritiers sont les maréchaux soviétiques, énormes, obèses. Regardez Bazaine, regardez MacMahon, ils sont complètement avachis, avec toujours aussi des moustaches. Bref, ils sont ridicules. Et donc, Napoléon III, oui, certes, il a écrit l'extinction du paupérisme, mais qui lit l'extinction du paupérisme? Même pas Marx. Et donc, qui lit et il croit obligé de faire une belle chose, il va rééditer la correspondance de Napoléon Ier. Alors ça va être une série de choses. Mais quand vous la regardez de très près, je parle, je pourrais embarrasser l'un des avocats, lorsqu'on va la regarder de très près, c'est mal fait, ça a été coupé, il y a des lettres qui manquent, etc. C'est raté. Eh bien, Napoléon III, c'est toujours raté. Ouais, je crois que le procureur a raison. Bon, c'est vrai que c'est assez frappant, mais c'est la photographie qui fait ça, évidemment. Quand on voit le portrait de Flandrin, voilà, et qu'on voit à côté une photographie de Napoléon III, on se dit qu'effectivement, c'est pas le même homme, quoi, et on comprend pourquoi il préférait les peintres aux photographes. Quoi qu'il s'est fait beaucoup photographier, mais c'est vrai qu'effectivement, il attachait moins d'importance à ce genre de choses parce qu'il était peut-être plus profond, plus conscient des réalités. Il ne s'arrêtait pas à la mauvaise humeur de trois Mexicains. Il avait un projet, il avait une idée d'abord de lui-même et une idée de la façon dont il devait progresser. Rappelons-nous qu'il est entouré il est pratiquement toujours entouré d'opposants. Alors on n'ira pas jusqu'à dire qu'il était socialiste, ça serait un peu exagéré, mais il était entouré de la droite catholique et qui n'était pas sa famille politique naturelle. Donc il est obligé de ruser, il est obligé, etc. Ce que Napoléon Ier n'aurait pas su faire. Napoléon Ier aurait fait arrêter tout le monde, les aurait envoyés dans des forteresses ou des maisons de santé. Napoléon III, lui, il manœuvre, il n'a pas de violence dans son action politique, il surprend sur le droit de grève, il surprend sur la réforme constitutionnelle. C'est une surprise, c'est une bonne surprise, et je dirais que, évidemment, en étant un peu anachronique, Napoléon Ier aurait pu s'inspirer un peu plus de Napoléon III. C'est une très bonne analyse. Et effectivement, sur la fin du régime du Second Empire, on voit bien avec cet empire libéral que l'empereur ne choisit plus ses ministres comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il doit regarder la majorité à la Chambre et choisir ses ministres. Enfin, on n'est pas dans un régime complètement parlementaire, bien sûr, mais nous sommes au 19e siècle et on s'y approche tout doucement. Il y a une réelle évolution et vous parliez de la personnalité, mais cet homme souffre. Cet homme est atteint de la maladie de la pierre. Et la souffrance est intense. Et c'est remarquable qu'il ait maintenu son rôle et la place de la France en Europe malgré ses douleurs. Et on voit qu'il a beaucoup souffert. Il n'a lésiné sur rien. Toujours présent au Conseil des ministres. Toujours présent auprès de ses maîtresses aussi. Malgré la pierre. Ouais, malgré la pierre. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a comparé ces maréchaux aux maréchaux soviétiques. Lui, au fond, c'est un peu Brejnev à la fin. C'est vrai. Alors, 1867, c'est l'apogée du règne, c'est l'année de la nouvelle exposition universelle. Le régime n'a jamais autant brillé. Et ce qui frappe beaucoup quand on étudie l'histoire du Second Empire, notamment à travers vos ouvrages, c'est la rapidité de la chute. Ces 18 ans de règne s'interrompent brutalement, la marche à la guerre est très rapide. On arrive très vite à cet été terrible 1870. Comment, monsieur l'avocat général, comment voyez-vous cet été terrible, justement comment analysez-vous l'attitude de Napoléon III, déjà dans son rôle dans la marche à la guerre, et puis ensuite, en tant que chef militaire, devant Bismarck, et puis on pourra aussi avoir un mot sur les dernières années, jusqu'à sa mort en 1973. Alors, vous l'avez vu par la politique de nationalité, voilà que la Prusse, toute puissante en Allemagne, est maintenant sur le Rhin. Bon,
c'est l'erreur de la politique de nationalité menée par Napoléon III. Mais, coup de théâtre. La reine Isabelle d'Espagne est renversée. Et on va élire un autre souverain à sa place. Et la puissance de la Prusse est telle alors qu'on aurait pu penser à un Français, après tout, on va chercher Ferdinand de Hohenzollern, un Prussien. Un Prussien. Et alors là, vraiment, vous avez l'Italie, donc vous avez favorisé l'unité derrière les Alpes, vous avez l'Allemagne qui est maintenant sur le Rhin, et vous allez avoir les Prussiens encore sur les Pyrénées. Donc, véritablement, nous sommes encerclés. C'est dément. Enfin. Donc là, évidemment, Napoléon III ne peut pas ne pas résister. S'il avait été seul, je pense que ça se serait fait. Mais il y a l'Angleterre, qui n'accepte pas. Il y a l'Italie, il y a l'Autriche. Enfin, les puissances européennes se rendent compte que l'Allemagne, la Prusse est en train de monter de façon si forte que si elle s'installe aussi en Espagne, elle va finir par dominer toute l'Europe. Donc, finalement, Napoléon III fait savoir à Berlin et à Bismarck qu'il n'est pas question que Hohenzollern soit sur le trône d'Espagne. Il envoie son ambassadeur Benedetti auprès du souverain qui est à ce moment-là, le frère Guillaume Ier, qui est à ce moment-là à Ems. Il l'envoie donc pour dire à ce souverain que la France ne peut pas accepter qu'il y ait un Prussien sur le trône d'Espagne. Et Guillaume Ier dit, c'est vrai, on retire la candidature de Ferdinand de Hohenzollern. Là, je sens la défense qui se redresse et dit, c'est très bon. En réalité, bon, si Guillaume Ier retire la candidature d'un Hohenzollern sur le trône d'Espagne, c'est parce que aussi l'Angleterre n'est pas contente, que la Russie n'est pas, que enfin, l'ensemble de l'Europe est contre. Mais c'est quand même la France qui a joué le premier rôle. Victoire. Donc vraiment, là, il commence à se redresser. Mais et c'est là vraiment qu'il vous montre la catastrophe que représente cet homme, Napoléon III. Il a eu donc satisfaction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au souverain prussien de s'engager à ne plus recommencer ce genre de choses. Il lui envoie Benedetti, à Ems toujours, pour lui dire attention, ça va, bon cette fois-ci, mais ne recommencez plus ça. Et il est presque à demander encore des compensations. En tout cas, il exige du souverain de Prusse de ne plus reposer des candidats prussiens sur d'autres trônes d'Europe. Il est bien évident que Guillaume Ier, même s'il n'est pas encore très très belliqueux, ne peut pas accepter une pareille chose. Il ne peut pas accepter ce message que lui transmet Benedetti à Ems, comme quoi, il faudrait maintenant que la Prusse s'arrête un peu. Donc, il refuse de recevoir Benedetti, il refuse de prendre tout engagement, et il est à Ems, il envoie à Berlin, à Bismarck, une dépêche où il lui raconte ce qui vient de se passer. Alors, on prétend que la dépêche aurait été arrangée par Bismarck. En tout cas, elle est publiée dans la presse allemande, qui se dit « mais ces Français exagèrent ». La presse allemande est indignée. Et comme elle est indignée, évidemment, l'opinion française et Napoléon III s'indignent à leur tour. Donc, ça y est, la tension est montée. Tout avait été réglé sans la bêtise de Napoléon III, tout était réglé, il n'y avait pas d'histoire de succession d'Espagne. Donc, les opinions sont montées, la guerre paraît inévitable, et là encore, Napoléon III se distingue de Napoléon Ier. En 1806, c'est la Prusse qui déclare la guerre à Napoléon, qui va la balayer à Iéna. Là, cette fois, c'est Napoléon III qui déclare la guerre à la Prusse, l'inverse de ce qu'avait fait Napoléon Ier. Il la déclare sans avoir l'appui de l'Italie, puisqu'il n'a pas voulu la soutenir à Rome. Il n'a pas l'appui de la Russie, puisqu'il est intervenu en Crimée pour embêter les Russes. Et puis, au nom des principes de nationalité, il a dit « attention, les Russes, êtes méchants avec les Polonais, etc. » Bon, les Russes ne veulent plus entendre parler. Il n'a pas, évidemment, l'Angleterre, qui n'entend pas se mêler de ses affaires. Bref, il se retrouve isolé face à une Prusse
toute puissante. C'est la guerre qu'il a lui-même déclarée, perte de l'Alsace, Lorraine à son tour envahie. Vous savez, d'un côté, alors c'est les braves maréchaux dont nous avons évoqué l'image, qui sont effectivement très poussifs. L'un, Bazaine, va s'enfermer dans Metz sans vraiment combattre. L'autre, MacMahon, va se replier à Sedan avec Napoléon Ier sans non plus vraiment combattre. Il y a un moment, Reichshoffen, ah là oui, c'est une belle charge. Sinon, vous n'avez rien. Vous n'avez que des généraux poussifs qui font finalement que l'un, Bazaine, est à Metz, l'autre est à Sedan, MacMahon, et les Prussiens n'ont plus qu'à encercler Sedan et obliger Napoléon III à capituler. C'est une défaite sans gloire. Sedan ne fait pas rêver. Alors comparons avec Napoléon Ier. Et oui, Napoléon Ier est battu à Waterloo. Mais il est battu à Waterloo. Mais Victor Hugo, Martello, Waterloo, Mort de Plaine, Les Misérables, les récits de la bataille, Stendhal, La Chartreuse de Parme, Bondarchuk qui fait un film admirable sur Waterloo. Waterloo, c'est la gloire, bien que la défaite, parce que vous avez les charges de nez, parce que vous avez la garde qui meurt et ne se rend pas, etc. Vous n'avez rien à Sedan, qu'un empereur poussif qui ne peut même plus monter à cheval, qui rend son épée. C'est lamentable. Il n'y a pas, dans cette période de Second Empire, ce que précisément Michel de Gégère évoque dans sa chronique du Figaro Histoire, le panache. Il n'y a pas de panache. C'est ça qui tue le Second Empire. Il n'y a pas de gloire. C'est une époque de vulgarité. C'est Offenbach, le mauvais Offenbach, celui de la vie parisienne, pas celui des contes d'Hoffmann, mais les contes d'Hoffmann, c'est après, c'est en 1881, quand enfin Offenbach peut respirer, n'a plus cette oppression, cette fête vulgaire, cette vulgarité, etc., qu'il peut enfin priver. Et donc, vous voyez que, en définitive, ce qui condamne le Second Empire, c'est la gloire. Alors je vous dis, il y a Reichshoffen, bon, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux charges de Murat et autres à Eylau? Bon, il n'y a pas de grande bataille, il n'y a pas de panache, il n'y a pas de gloire, il n'y a rien qui fasse rêver. Le Second Empire ne fait pas rêver, et c'est ce qui l'accable. Mais il y a pire. Car non seulement il ne fait pas rêver, mais il finit de façon sanglante. Ah, on nous a dit, oui, Napoléon III, il aimait les ouvriers. Oh, il était très populaire parmi les ouvriers. Ben, ça finit quoi? Sur la commune. Ça finit sur le sang, sur l'insurrection d'un peuple, et ça finit sur la perte de l'Alsace-Lorraine. Ce n'est pas Napoléon III qui l'abandonne, mais enfin, c'était la conséquence inévitable. Et cette perte de l'Alsace-Lorraine va reprovoquer une nouvelle guerre qui sera la guerre de 14-18. Donc oui, le Second Empire a été désastreux. Alors je conclus mon réquisitoire. Eh bien, messieurs les jurés, je demande que Napoléon III soit à nouveau enfermé dans Ham, dans la forteresse de Ham, et qu'il y reste à perpétuité. Au moment où vous alliez faire preuve de clémence en nous épargnant la silhouette de Napoléon III sur le champ de bataille de Sedan, mais c'était la flèche du parc. Messieurs les avocats, la parole est à vous. Si on reprend déjà le rôle de Napoléon III dans la marche à la guerre, est-ce que vous partagez le réquisitoire sévère de Jean Tullard? Hélas, enfin pour ce qui me concerne, oui. C'est vrai que c'était pas brillant, l'été 70. Hein. Non, ouais, non, c'est pas glorieux. Très mal entouré, très mal conseillé, très malade. Ouais. Ça ne justifie pas tout, mais ce sont des éléments à prendre en compte. En mai 1870, un plébiscite. Et là, une victoire éclatante. J'ai retrouvé mon chiffre, dit-il, c'est-à-dire le même résultat qu'au premier plébiscite. Donc le soutien populaire avec une élection qui, globalement, n'est pas truquée. Où la candidature officielle, ou en tout cas les mesures et les pressions faites par l'administration préfectorale sont assez douces par rapport au passé. Donc oui, effectivement, le soutien populaire est là. Il y a un emballement. Mais moi, je le mets du côté positif du Second Empire. Mais c'est tragique. C'est grec. 18 ans de gloire, 18 ans de fête impériale, de crinoline.
l'Europe entière regarde la France. Vous parliez d'exposition de 1867, tous les souverains européens doivent passer par là. Non mais la France est the place to be, les séries de Compiègne, ça fait rêver. Et puis il faut rappeler que c'est cette période-là, parce qu'on l'oublie souvent, qui permet à Flaubert, à Baudelaire d'écrire, même s'ils ne sont pas complètement favorables au régime, mais c'est là où Manet peint. Manet qui s'insurge d'être rejeté du salon et qui bénéficie du salon des refusés porté en 1863 par Napoléon III lui-même. Donc il y a une effervescence culturelle. Et la vie parisienne, l'ère du Brésilien, etc. Oui, bon, mais par Dario Moreno, c'est joli. Et vous avez quelque chose ici qui est de l'effervescence culturelle, il se passe quelque chose. Et d'un seul coup, en l'espace de quelques semaines, tout s'effondre. Non, c'est assez rare dans l'histoire, c'est sympa quand même avoir des moments comme ça. Oui, et n'oublions pas la victoire de Sarrebruck. Au début de la guerre de 70, quand même, l'offensive française réussit dans un premier temps, puisqu'on prend 2 quartiers de Sarrebruck, qu'on abandonne dans la soirée, mais voilà. Mais donc, ça permet les bons mots, parce oui. que c'est vrai que le prince impérial, ce petit gamin qui est là, il est à côté de Popa, et il ne bouge pas. Quand les projectiles prussiens arrivent, et l'empereur écrit à l'impératrice pour dire « il n'a pas bougé », alors que les balles prussiennes arrivaient, ce qui permet aux républicains de dire « c'était donc l'enfant de la balle ». Bon, bien sûr, ça se retourne contre eux, mais voilà, ça permet de faire sourire. Ouais. Au plan strictement militaire, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut retenir pour sa défense? Effectivement, il n'a jamais été réellement à la tête de ses troupes pendant l'été 70. Non, parce qu'il est KO. Mais par rapport à Napoléon Ier, il y a une vraie prise en compte des progrès de la technique et technologie. C'est vrai que c'est la période où l'on voit apparaître les premières mitraillettes. À la guerre de Crimée, il y a des formes de tranchées. Donc vous voyez, c'est comme une répétition générale. Et la première guerre qui va ressembler aux guerres du XXe siècle, c'est bien sous le Second Empire. On va trouver des éléments comme ça où le côté... Ils se donnent du mal. Hein. Non, mais c'est vrai, je fais de mon mieux. Mais de mobiliser l'ensemble des énergies d'un pays. Enfin, il y a quelque chose qui est très impressionnant dans ces guerres, qui sont en plus, et Jean Tullard l'a rappelé, photographiées. C'est la période de la photographie qui existait avant le Second Empire, mais qui se popularise, oui, réellement à ce moment-là. C'est un moment où on peut se faire tirer le portrait. Moi, vous voyez, c'est quelque chose qui me fascine. De me dire que pendant l'intégralité de l'humanité jusqu'alors, si vous vouliez avoir votre portrait, il fallait donner quelques pièces. Alors, un grand portraitiste, si vous aviez de l'argent, mais pour la plupart des gens, mon Dieu, on en voit des choses pas belles parfois dans les musées. Et maintenant, pour quelques sous, vous pouvez avoir une photographie de vous. C'est une véritable révolution dans les représentations. C'est pas mal ça aussi. On essaie, Oui. on essaie de mettre des choses. Et sur ces ruines parfaites, la Troisième République a pu reconstruire. Et elle a reconstruit finalement en adoptant les solutions du Second Empire. Pape Ndiaye nous l'a rappelé de façon très involontaire dans sa Minute Pape, en disant que Ferry regardait sa montre à 11h et disait maintenant tout le monde fait du latin ou tout le monde fait du français. En fait, je crois que c'était Fortoul qui disait ça, et c'était le ministre de l'Instruction publique de Napoléon III. Les hussards noirs, il y a d'ailleurs une thèse qui l'a montré, les hussards noirs ont été créés sous le Second Empire, avec ce côté systématique, etc., généralisé de l'enseignement. La Troisième République n'a pas refusé les progrès sociaux et économiques, etc. Je crois qu'au fond, Napoléon III croyait au ruissellement, un peu trop. Parce qu'en fait, s'il avait eu 20 ans, 30 ans de plus, sans doute ce ruissellement se serait achevé, comme ça a été le cas pour la Troisième République, qui en a bénéficié dans les années 20-30. Voilà. Puis après tout ça n'étant que de l'histoire, on peut pas faire comme si ces 20 ans de l'histoire de France n'avaient jamais existé, et que au fond la finalité, comme je l'ai dit au début, la finalité de tout ça, c'était d'arriver à la Troisième République. Non, il y a des chaos dans l'histoire. Napoléon III en a connu 2 sévères, hein, le coup d'État et la guerre de 70. On ne peut pas lui en faire cadeau, évidemment. Mais bon, c'est là, ça existe. Les grandes lignes, au fond, de la modernité ont été tracées à cette époque-là, jusqu'à la modernité du politique. Napoléon III fait de l'économie toute la journée. Quel souverain avant lui
connaissait les problèmes économiques, les prenait en compte, évidemment avec des solutions extrêmement libérales. Hein. L'idée que Napoléon III était socialiste est, à mon avis, une idée assez farfelue, enfin, qu'il se l'est imposé à lui-même, c'est de la propagande. C'était un libéral qui connaissait les conséquences sociales du développement économique, a essayé de les contenir, mais simplement par la législation. Donc forcément, comme je le dis, il croyait au ruissellement, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une action directe sur la société, mais il pensait qu'avec le libéralisme économique, avec les équilibres qui se créent un petit peu par le marché et tout ce qui l'accompagne, on arriverait probablement à quelque chose. Et puis en plus, il y a un historien, je crois que c'est Unger, hein, qui a écrit chez Perrin, qui dit toujours, sous le Second Empire, les ouvriers sont passés de l'enfer au purgatoire. C'était déjà beaucoup, en si peu de temps. Et les mesures sociales du Second Empire, entre autres, et Thierry l'a rappelé avec justesse, on va retrouver tout cela dans la continuité républicaine. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Haussmann et des travaux de Paris, très bien, mais Haussmann est remercié avant la fin du Second Empire, mais la République continue les chantiers, hein, et on va retrouver le même personnel, Alphand et les autres, sous la République. Et au plus près de Ferry, il y a Victor Duruy, qui avait déjà mis en place toute cette politique scolaire. C'est très intéressant, en fait, dans cette histoire-là, c'est de voir comment s'est construit ce qu'on appelle la légende noire de Napoléon III. Et j'ai envie de dire qu'elle n'était pas dure à construire parce qu'il y avait un élément fondateur qui était sombre et un élément qui termine sombre aussi. Et puis un génie, c'est Victor Hugo, un génie qui tout de suite réussit avec sa posture d'opposant, alors qu'il aurait été amnistié comme les autres, il aurait pu rentrer en 1859, qui choisit la posture de l'opposant. C'est vraiment, pour moi, une vraie réflexion intelligente de la part de Victor Hugo et un coup de poker, hein, parce que si l'Empire avait duré, il serait toujours sur son île avec la mèche au vent. Mais voilà, l'Empire s'est effondré. Il n'y est pas resté beaucoup. Non, c'est vrai en plus. Mais ça, voilà, il y a quelque chose ici qui tient de la narration. On sent bien, et Thierry le rappelait là aussi avec justesse, il y a une histoire faite par les historiens, on voit ces continuités. Il n'y a pas une rupture 1870 dans l'histoire sociale, économique, voire politique. Oui, voire politique, non, mais dans la narration de notre histoire, il y a quelque chose qui s'est construit. Et bien souvent, le Second Empire semble la fin de quelque chose et une nouvelle période commence. Et l'historiographie aujourd'hui serait plutôt d'intégrer le Second Empire dans un mouvement beaucoup plus vaste. Et pourquoi pas dire, c'est le début de quelque chose, c'est le début du après. D'ailleurs, Zola, qui décrit la vie sociale sous le Second Empire, n'a pas, à l'égard de Napoléon III lui-même, ni violence, ni haine, ni quoi que ce soit. Il apparaît plusieurs fois dans les romans. À Sedan, il nous donne même de la peine en regardant comment Napoléon III était exfiltré de la préfecture. Et puis plus tard, il écrira un texte que les journaux ont beaucoup cité là récemment, en disant ma foi, je regrette un peu la sévérité que j'ai eue vis-à-vis de ce régime, etc. Donc, mesdames et messieurs les jurés, le pardon de Zola sera votre pardon. Et Zola, quand il écrit Les Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d'une Second Empire, écrit sous la République et parle en réalité de ce qu'il voit, c'est-à-dire la République. Mais pour critiquer un régime, c'est toujours mieux de dire « mais non, je parle d'autre chose ». Vous voyez, ça passe comme ça. Mais effectivement, je rejoins Maître Lenz, Napoléon III mérite l'indulgence au moins d'un regard historique honnête qui est en train, nous tentons d'y contribuer, de se constituer. Peut-être un dernier mot, parce que je crois les dernières années de la vie de Napoléon III sont peu connues, après la défaite et la capitulation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 années anglaises ? Quel homme se montre-t-il ? Il me semble qu'il y a là des éléments à verser au dossier de la défense. Peut-être la façon qu'il a d'expliquer la guerre sans chercher de justification facile. Alors, je vais être un tout petit peu l'avocat du diable, mais c'est pour te faciliter la tâche. Je crois qu'il est un petit peu comme tous les hommes qui ont eu cette chute vertigineuse. D'abord, il se remet
en forme au niveau de sa santé, hein, parce que vraiment, la fin de la campagne de 1870, il est vraiment très, très, très malade. Il est aux portes de la mort. Hein, donc, finalement, la défaite lui fait du bien, puisqu'il peut se reposer. Il est obligé de se reposer. Et ensuite, il donne effectivement quelques interviews. Alors, malheureusement, il n'y a pas de Lascaz autour de lui. Il donne quelques interviews dans lesquelles, évidemment, il essaie de justifier à la fois son attitude, la guerre de 70. Il va jusqu'à dire qu'il ne l'avait pas souhaité, mais quand on est le chef, il faut qu'on prenne ses responsabilités. S'il avait été contre la guerre, il avait tous les moyens de l'empêcher. Or, il ne le fait pas à ce moment-là. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dit, normalement, je devais abdiquer en 74 pour que mon fils puisse monter sur le trône à l'âge de ses 18 ans, etc. Donc, il joue à la politique, il continue à faire de la politique parce qu'il est convaincu qu'il va pouvoir rentrer. Et en fait, s'il accepte les opérations, c'est pour pouvoir monter à cheval. Parce que cette pierre-là, ça fait un peu mal. Enfin, et comme elle était à peu près grosse comme on va dire une petite balle de tennis, si ça existe, vous voyez, messieurs, vous imaginez. Alors le Rhin, ça a toujours été sa faiblesse, que ce soit le Rhin quand il y a une attaque prussienne, ou les Rhin. Dans cette histoire-là, oui, bien sûr, il y a cette période qui est étonnante, hein, c'est celle de l'exil, et c'est vrai qu'il n'a pas perdu espoir de revenir parce qu'il faut se replacer dans le contexte du moment. Nous sommes en 1873 et la République n'est pas consolidée. C'est-à-dire que la majorité à la Chambre est une majorité monarchiste. Paradoxe absolu d'ailleurs. Qu'est-ce que ce régime-là? Et pour beaucoup, c'est une période de transition avant le retour d'un autre pouvoir. Alors, qui est-ce le retour des légitimistes? Un orléaniste va-t-il revenir ici? Ou pourquoi pas le retour d'un Bonaparte? Et c'est vrai que la figure du prince impérial, qui est une figure très populaire, parce que dans ces 18 ans, c'est long 18 ans, quand ils arrivent au pouvoir, quand Napoléon III arrive au pouvoir, il se marie, il est empereur, et le mariage a lieu pendant l'Empire. Elle est belle et sublime, l'impératrice Eugénie. Il y a la naissance d'un enfant. Et quels que soient nos choix politiques, notre origine, notre âge, c'est compréhensible. Un couple jeune, heureux, festif, et la naissance d'un enfant. Et donc, c'est vrai qu'il y a un attachement qui a été construit, mais qui s'est créé. Et on le voit très très bien, parce que cette histoire est une histoire dramatique. Je parlais de tragédie grecque qui s'étend sur le temps long. Il y a la mort de Napoléon III en 1873, celle du prince impérial en 1879 et la mort de l'impératrice Eugénie en 1920. Et à la mort du prince impérial et à la mort de l'impératrice Eugénie, mais on retrouve la même chose à la mort de l'empereur. À un moment, il y a comme un recul dans les journaux. Parce que d'un seul coup, ce passé se fige un peu, c'est peut-être ce qu'on appelle une forme de nostalgie, les gens vieillis se souviennent. Et il y a un attachement quand même qui s'est construit. Alors bien sûr, il y a un rejet absolu d'une partie de la population, d'une certaine presse, mais à côté de ça, il y a quand même quelque chose, et Loulou le Petit Prince, c'est quelque chose, et l'impératrice qui décède en 1920, waouh, c'est un passé projeté comme ça. Donc moi je maintiens que pour nous offrir une telle narration émouvante, Napoléon III mérite un peu d'indulgence. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés, d'avoir permis de rejouer ce procès. Je crois que maintenant la parole est au juré. Et si je peux me permettre, la prochaine fois, c'est le rétex à chaud. Il faut vraiment prendre des gens qui ne sont pas d'accord, parce que c'est quand même un peu difficile. C'est vrai. Si vous êtes...